Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour Yves Vierno. Bonjour Yves. Je te présente un petit peu et après on se lance directement dans le vif du sujet. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Avec plaisir. Donc Yves, tu as monté Bibol avec ton associé il y a 13 ans déjà. C'est une start-up qui fait des timesheets. Pour résumer, des timesheets, mais tu me corrigeras, hein, mais c'est un système pour encoder son temps de travail, en gros. C'est bien ça. Et en SaaS, System as a Service, c'est-à-dire par abonnement mensuel. On paye tant qu'on utilise. Tant qu'on utilise, et on utilise exclusivement ça sur Internet. Oui, c'est ça. C'est bon complément. Ce qui était assez innovateur d'ailleurs à l'époque chez Nigris. Il y a 13 ans, effectivement, on était peu à le faire. Ouais. Et tu dis toi-même que c'est une histoire pas sexy. De ta start-up ou l'histoire de ta start-up. Est-ce que déjà, je me lance déjà dans ce sujet, mais tu peux m'en dire un peu plus sur le concept de ce qui est une start-up sexy et une start-up pas sexy? Alors, le mot sexy venait plutôt en opposition par rapport à une manière de voir l'environnement des start-up de manière générale, qui est d'absolument imaginer que la start-up, c'est l'idée miraculeuse qui arrive à un moment T et en quelques mois, quelques années, on transforme ça en une idée qui vaut des millions et on revend sa société. Et après, on glorifie en quelque sorte la personne qui est parvenue à faire ça, de transformer cette idée en un business qui vaut de l'or. On en voit beaucoup et on les glorifie tous les jours. Et c'est ça, oui, ça. Ouais. Et qui revend au bout de 5 ans. Et qui revend au bout de 5 ans, et puis qui passe à une autre affaire, et ainsi de suite. Et toute cette idée autour du... Voilà, pour moi, ça c'est le discours ambiant autour du ce qu'une entreprise sexy ou une start-up sexy est. Et quand j'ai commencé à rentrer un peu dans l'entrepreneuriat par hasard, mais on pourra en rediscuter après. Avec plaisir. Tout le monde ne parle que de ça. Tout le monde ne rêve que de faire une levée de fonds, tout le monde ne rêve que de pouvoir venir avec cette idée miraculeuse qui va changer le marché, qui va changer le monde pour certains. Et c'est là où pour moi le discours est très limitatif dans ce que l'on peut du coup créer, parce que la plupart des gens qui avaient des idées autour de moi ne se sont jamais lancés. Oui. Parce que ils avaient peur que c'était pas l'idée miraculeuse, parce qu'ils ils ne trouvaient pas de personnes pour financer leur idée. Alors que il y a une autre voie qui est celle que finalement Bibol a prise. C'est la résilience. C'est de pouvoir perdurer et de travailler une idée. Plutôt que d'attendre l'idée miraculeuse, on va travailler l'idée. C'est peut-être que ce que certains ont théorisé en disant peut-être faire le pivot à un moment dans l'entreprise. Mais dans l'idée de pivot, j'ai l'impression que c'est toujours des 180 degrés, alors que c'est pas forcément ça. C'est parfois de dire, voilà, j'ai une idée. Même s'il y a une compétition féroce, et dans le cas de la timesheet, il y avait des trentaines de timesheets, quarantaines, je veux dire, c'était légion quand on s'est lancé. Et pourtant, on s'est lancé et à force de travail, d'écoute des clients, de retour, de pouvoir adapter la solution à ce que l'on entendait, on est parvenu à développer un outil qui aujourd'hui est utilisé dans une 60aine de pays par des entreprises renommées, et tout ça sans avoir jamais eu de financement extérieur, puisque voilà, on a financé nous-mêmes le départ de l'entreprise, et après ce sont les revenus extérieurs qui ont financé l'histoire.
Mais donc voilà, il y a pas eu de magie, il y a pas eu une histoire miraculeuse. Il y a une timesheet. C'est une idée qui était, je veux dire, j'utilisais une timesheet tous les jours en tant qu'employé avant de devenir entrepreneur. C'est pas une idée miraculeuse. Il n'y a pas eu de financement extérieur miraculeux. Par contre, c'est du travail. C'est du travail autour d'une idée. C'est du travail pour pouvoir être résilient en termes aussi d'efforts que l'on va mettre dans cette entreprise aussi pour qu'elle continue. Et ça, c'était pas du tout présent comme discours. Et pour moi, c'est là la différence que je fais entre la startup sexy, mais en fait, c'est tout simplement un autre modèle. Mais je trouve qu'on met beaucoup trop en évidence le modèle un peu des licornes. Plutôt que de celui de l'entreprise, en fait. Et c'est vrai que dans les médias, c'est surtout de celle-ci qu'on parle. Oui. Presque exclusivement, en fait. Il y a très peu de place, en fait. Il y a très peu de place pour les histoires plus banales, et qui pourtant, à chaque fois résonnent chez beaucoup de gens. Il y avait récemment, effectivement, j'ai donné une interview dans Trends, que en publiant sur LinkedIn, les commentaires allaient beaucoup dans ce sens, c'est-à-dire dans cette interview, je tenais un peu le discours que je tiens ici, pour essayer de donner une autre voix à cette approche-là. Et c'est là que, effectivement, dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mais voilà, je me reconnais en fait là-dedans. Et effectivement, ce n'est pas mis en évidence. Et c'est peut-être là où parfois on se trompe parce que du coup, ça pourrait ouvrir les yeux à beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer parce qu'ils sont dans l'attente de quelque chose qui peut-être ne viendra jamais. Ouais. Et justement, toi, comment ça s'est passé tes débuts? Il y a plus de 10 ans maintenant, du coup. Donc, avec un associé, justement, pas d'idée miraculeuse, entre guillemets, hein, je te taquine, mais une bête timesheet, vaguement un tableau Excel. Ça commence comment? Tu sais développer? Enfin, voilà, c'est quoi le début? Alors, déjà, le début, je ne me suis jamais imaginé devenir entrepreneur. Je veux dire, d'aussi loin que je me souvienne, c'était pas dans la logique des choses. À l'université, j'ai fait ingénieur civil. Oui. Dans l'informatique, dans l'informatique, ingénieur civil, ça veut pas dire qu'on crée des logiciels, mais en fait, c'est qu'on est capable de faire l'électronique qui va faire un ordinateur. Et il y a une grosse confusion souvent autour de ça chez les gens. C'est vrai. Mais donc là, pour la voie royale, aussi bien dans ce qui était présenté dans les études d'ingénieur civil que dans ma famille, c'était éventuellement un parcours académique après, ou se trouver un poste dans une grande entreprise avec des vues industrielles. Il y avait pas du tout ce discours, ni dans mes études, ni dans l'environnement familial, de l'entrepreneuriat. Ce qui a changé la donne, pour moi, c'est la rencontre de mon associé, qui est en fait mon premier patron, en quelque sorte. Donc, parce qu'à la sortie de l'université, j'ai rapidement été engagé dans une société qui s'appelait OpenHR, okay, que mon associé Michael Zwilik avait fondé à l'époque avec son frère et un autre cofondateur. Et lui, par contre, est un entrepreneur né, avec un parcours très différent du mien. Brièvement, je sais bien qu'il aime pas trop que j'en parle, mais je vais quand même donner le contexte parce que je trouve que justement c'est encore un discours et un parcours qui est très différent de ce qu'on peut le voir. Il tente l'université un petit peu, mais se tourne rapidement vers la musique et devient saxophoniste, donc musicien professionnel de ses 18, on va dire, à 25 ans. À un moment, il en a marre un peu du monde de la nuit et de devoir jouer, de vivre sa vie un peu en soirée et en musique. Il se lance dans l'informatique en étant autodidacte. Il commence dans une entreprise et au bout de 2 ans, rapidement, il estime que ça n'a pas de sens pour lui et il entreprend. Il crée vraiment son entreprise
qu'il finira par vendre, voilà, en le étant fameux OpenHR. Le fameux OpenHR, qui a été voilà racheté par une société qui s'appelle Arinso, qui était leader dans le monde des ressources humaines pour les grandes entreprises, autour des systèmes de type SAP. Donc Et il l'avait monté sans levée de fonds. Sans levée de fonds. Après, il y a toujours cette particularité, c'est que c'était une société de consultance et que dans les sociétés de consultance, on a moins besoin effectivement de financement pour démarrer. Il y a de la trésorerie quand même. Il y a de la trésorerie, mais on est dans le monde des SAP, il y a une telle demande qu'on est très rapidement en fait à gagner des sommes qui sont relativement importantes dans le monde de la consultance comparativement à beaucoup de types de consultance, qui permettent, je pense, de facilement en fait démarrer. Je ne dis pas que c'est facile de créer une entreprise, mais en tout cas ça permettait de démarrer quelque chose d'assez facile. Voilà, ils avaient également en fait des produits à l'époque qui leur ont permis aussi d'avoir des revenus logiciels, et ils avaient un peu ce modèle double de consultance et de produits. De licence. Voilà. Mais lui, en fait, pour moi, est celui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat, au sens que il a ce profil de créateur né. Je sais pas si c'est le fait par exemple de ne pas faire l'université ou autre. Il a une manière, une méthode, enfin une approche et une pensée qui est très différente de la mienne, ce qui fait qu'on se complète bien. Mais il avait des idées en permanence de faire ceci, créer ceci, on pourrait faire cela. Avec la contrepartie, c'est que il y avait tellement d'idées, parfois ça foisonnait un peu trop, et la mise en œuvre était plus compliquée. Et c'est là nous où on se complète, c'est-à-dire moi je viens avec une mise en œuvre et une mise en action des choses, mettre un cadre du foisonnement d'idées. Mais l'entrepreneuriat chez lui, c'était naturel. Au moment où il crée cette première boîte, il hésite entre ça et importer de la pâte de fruits d'Afrique pour faire des jus ici. Oui. Donc c'est comme si tout était tout le temps possible. Oui, c'est ça. Quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine, il n'y avait pas de limite. Et effectivement, le fait pour lui de ne pas avoir fait d'études fait que il y a pas cette limite. Moi, quand je suis sorti de l'université, j'étais dans une idée de je vais faire quelque chose, un boulot d'ingénieur. Oui. Ça a créé déjà un cadre. Ça crée un cadre. Limite. Ça crée des rails qu'il est parfois compliqué de déconstruire. Et la rencontre avec Michael Zwillig est vraiment pour moi ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur cette possibilité-là. Et donc j'ai commencé à travailler pour lui. J'ai été consultant, ça s'est bien passé. On devient rapidement manager. La société se fait racheter. On passe d'une boîte de 50 personnes à 2000 personnes. Pour beaucoup, c'était perçu comme quelque chose de violent et d'un peu difficile, mais à la fois ça permet cette croissance. Tout d'un coup de passer d'une boîte de 50 personnes où tout le monde est ami, un peu, à une boîte de 2000 personnes avec des structures beaucoup plus rigoureuses, avec alors les gens se connaissent, mais voilà, on est beaucoup plus soumis à la politique d'entreprise, à des postures qui sont peut-être parfois plus difficiles à gérer humainement. Et pourtant, ça donne des perspectives énormes en termes d'évolution personnelle, de là où on peut aller. Et là, je me suis retrouvé en fait avec lui, en quelque sorte, à créer une espèce de mini-équipe dans cette grande structure. Donc, on agissait déjà un peu comme une start-up à l'intérieur de cette structure. Et à un moment, cette société Arinso se fait racheter par une société qui s'appelle Northgate. Et là, on passe Arinso, de 2000... qui était le propriétaire de OpenHR. Voilà, donc Arinso, pour refaire, OpenHR 50 personnes, Arinso 2000 personnes rachète OpenHR, on joue à une grande structure. Arinso se fait racheter par Northgate qui amène 3000 personnes, on se retrouve dans une structure à 5000 personnes, dans lequel forcément dans des structures un peu équivalentes, ça devient très politisé pour pouvoir faire son chemin et sa place.
l'esprit d'entreprendre de Mick était trop important pour une structure comme ça, où à partir du moment où ça devenait trop politisé pour pouvoir assurer la vie de notre petite équipe, il est parti. Et moi, il s'avère que à cette époque-là, mon ex-femme était devenue diplomate, elle l'est toujours, mais on allait partir en Inde. Je ne me voyais pas continuer parce qu'il n'y avait pas vraiment de succursale là où j'allais habiter en Inde de la société. Donc je me cherchais un peu, je cherchais quelque chose à faire. Il y avait plein de possibilités et lui me propose, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau, j'ai envie que ce soit avec toi, on fonctionne bien ensemble, on est complémentaires. Avant ça, j'avais jamais eu l'idée que je pourrais devenir entrepreneur. Oui, c'est ça. Et ça fait peut-être partie du message ici aussi, c'est que si je devais me revoir effectivement avant, j'essaierais de m'ouvrir les yeux en disant mais regarde, il y a cette possibilité là qui existe. Elle est pas forcément difficile en termes de ce que je disais un peu préalablement en termes d'idées sexy, de financement. Regarde la liberté que ça peut te procurer aussi d'un point de vue purement personnel et également ce que ça peut amener humainement en termes d'évolution, de devoir véritablement et évoluer à titre personnel. C'était vraiment ça. C'était cette liberté, je dirais, mais vas-y, fonce, parce que c'est véritablement possible. Et donc, pour en revenir à la question de départ, ben voilà, on s'est retrouvés. Il me propose, j'ai envie de faire quelque chose avec toi. On était tous les deux encore on terminait nos contrats en quelque sorte pour Northgate Arinso. On venait de vendre un grand futur projet de plusieurs millions. On était à Londres pour la vente. On était dans un bar à Covent Garden. La discussion commence. On a griffonné sur une serviette en papier et l'idée était là. Les points de départ étaient là. Et pourquoi pas, c'était pas sexy, donc une bête timesheet. On était une société de consultance. Il y a une chose qu'on demande à des consultants de remplir chaque mois, c'est la timesheet pour savoir ce qu'ils ont fait et leur note de frais. On s'est dit, on va commencer par ça, parce qu'on sait de quoi il s'agit. D'autant plus que OpenHR, donc la première société dans laquelle je travaillais, fournissait ce qu'on appelle des employés self-service aux employés, c'est-à-dire des outils dans les grandes entreprises pour digitaliser tout ce qui était administratif, comme effectivement la demande de ses congés, la modification de ses données personnelles, remplir ses notes de frais. Donc tout ce monde, fournir un portail à l'employé pour qu'il puisse gérer les données qui sont envoyées vers son employeur, c'était un monde que l'on connaissait. Ce qu'on ne connaissait pas, c'est le marché dans lequel on allait se lancer, qui était le monde des petites et moyennes entreprises, puisque avant on travaillait dans le monde SAP qui est exclusivement utilisé par des très grandes sociétés, entre 5000 et 200 000 employés pour la plupart des clients avec lesquels on travaillait à l'époque. Mais donc voilà, c'était très pragmatique. On va faire ce que l'on connaît et on va essayer d'apporter notre connaissance et ce que l'on avait appris dans les grandes entreprises aux petites et moyennes entreprises, en se disant il y a quelque chose là peut-être à faire. C'est que les petites et moyennes entreprises n'avaient pas l'argent que les grandes entreprises avaient. Et quand le software as a service est né, on a vu une opportunité effectivement de pouvoir offrir une solution robuste à moindre coût, parce qu'effectivement le business model fait que il y a à ce moment-là un seul serveur, on va dire une seule unité dans laquelle on développe et qui est partagée pour tous les clients. Et il n'y a pas besoin de devoir faire des installations coûteuses chez chacun des clients avec beaucoup de frais en termes humains à ce moment-là pour installer la solution. Donc voilà, on a vraiment vu cette opportunité-là en disant on a de la connaissance là-dedans, faisons la même chose
pour des petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui n'avaient pas l'opportunité d'avoir ce genre de solution. Il y a un hic quand même. Tu disais que tu devais partir en Inde. Oui. Comment tu fais? Internet a rendu cela possible. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, le télétravail, mais finalement, c'est ce que c'était. Donc cela n'a pas changé. En plus, j'avais un statut un peu particulier, c'est-à-dire qu'en tant qu'époux de diplomate, je n'avais en Inde pas la possibilité de travailler sous contrat. Donc je n'aurais pas pu en fait même travailler là-bas, être employé quelque part. Et donc, le fait de devenir mon propre patron déjà était tout d'un coup une opportunité que je me suis dit, mais voilà, ça c'est déjà pas mal, je vais pouvoir travailler. Et donc, on a créé l'entreprise ici en Belgique. Je suis parti en Inde et on a commencé comme cela avec un retour plus ou moins tous les 3 mois. Donc je venais 2 semaines tous les 3 mois pour garder un contact. Mais tout le travail derrière s'est fait à distance avec des réunions Skype à l'époque. On dirait Zoom aujourd'hui. Mais c'est vraiment notre manière de travailler. Elle est née à distance. Rapidement, on a engagé notre premier employé, qui était quelqu'un avec qui on avait pas mal travaillé déjà avant, et qui a une compétence impressionnante quand il s'agit de se lancer dans un nouvel environnement et dans des nouvelles technologies et de mettre rapidement quelque chose en application. Donc on l'a engagé assez rapidement et on est parti à 3 comme cela. Mon associé et Hugues, Mick et Hugues, donc dans ce qui était le développement, et moi dans le rôle de homme à tout faire, j'aimais bien dire, mais c'est véritablement l'aspect financier, l'aspect comptabilité, l'aspect client, l'aspect marketing, en n'ayant absolument aucune connaissance dans tout ça, mais c'était le fait que j'ai une certaine rigueur en termes de gestion qui a permis peut-être à ce moment-là que je puisse évoluer dans ces fonctions-là. J'aurais été probablement, avec le recul, il nous aurait fallu un profil plus marketing si on avait vraiment envie d'évoluer plus rapidement. Ce n'était pas le cas, ça a été de l'apprentissage sur le tas. Mais au final, pas de regret, en tout cas, d'avoir été là. Mais effectivement, donc en Inde, pendant 3 ans, et comme je le disais, au rythme de tous les 3 mois revenir pour avoir ce contact humain, et pour le reste, travail à distance. Pour moi, apprendre le télétravail. Je crois que beaucoup de gens aujourd'hui comprennent que c'est pas forcément évident. Avec un décalage horaire en plus. Avec un décalage horaire, mais qui n'est pas énorme avec l'Inde, c'est 3h30 ou 4h30, donc c'est encore gérable. Mais par contre, là-bas, l'isolement professionnel, parce que voilà, pas de possibilité de vraiment discuter avec qui que ce soit là-bas, et le monde entrepreneurial là-bas n'est pas du tout la même chose que ce qui existait en Belgique, au sens que l'entrepreneuriat là-bas était beaucoup tourné autour de l'offshoring, enfin de pouvoir faire du développement à bas prix pour les sociétés occidentales, enfin les compagnies aussi occidentales. Donc c'est pas du tout la même approche, et donc peu de possibilités de discuter là-bas autour de cette idée. Donc pas mal d'isolement, avec parfois des moments difficiles de motivation quand on se retrouve voilà seul, à n'avoir personne avec qui discuter de toutes ces idées. Donc ça a été un parcours un peu cavalier seul à certains endroits. Et comment est-ce que tu as fait pour essayer peut-être pas de sortir de cet isolement, mais en tout cas pas d'y survivre? Enfin, est-ce que du coup tu t'es mis à lire, Il y a alors c'est peut-être une de mes qualités, c'est la résilience, et à cet endroit-là, j'ai pas trop questionné
le pourquoi ou le comment. Ça paraissait comme une évidence une fois que les choses étaient mises en marche. On s'y tient et je ne les ai pas. Ça ne m'a pas trop posé de problème. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments parfois de désintérêt, mais c'était plus comme ça ne changeait pas la trame de fond de l'idée. Le projet allait perdurer et aujourd'hui, si je le regardais un peu, voilà, j'ai divorcé entre-temps, il y a eu des événements de vie, j'ai perdu des proches et à chaque fois c'est comme si ce projet continuait encore à travers énormément d'étapes de ma vie. J'ai presque l'impression parfois que c'est plus résilient que certains autres aspects de ma vie. Oui, c'est vraiment comme si le fait de faire aboutir ce projet-là était pour moi un véritable une manière de pouvoir je n'arrive plus sur le mot, mais m'accomplir en quelque sorte. Tu parlais justement du début, vous avez rapidement embauché quelqu'un, et en même temps tu dis que par ailleurs vous n'avez pas cherché à lever de fonds. Oui, sauf que les débuts, quand on vend un logiciel, qu'on mutualise les développements et donc qu'on n'a que 3-4 clients qui profitent d'un logiciel mutualisé, c'est qu'on a dû le développer pour un potentiel de 1000 clients, j'exagère. Et donc, on a fait les frais pour 1000 clients, mais qu'on n'a que 3-4 clients qui payent, et en même temps, tu as un employé. Et comment t'as géré cette histoire de cash? Parce que si j'ai bien compris, c'est toi qui étais plutôt aux commandes pour cet aspect. Ouais. Alors, donc, à l'époque, on était suivi par Olivier Whitmer, qui est directeur à l'école de commerce Solvay. Il s'avère qu'il était, à l'époque, il avait été CFO de OpenHR. Okay. Et lui-même avait été pendant longtemps coach d'entreprise. Donc on était quand même dans de bonnes mains à certains endroits pour pouvoir nous aiguiller. Lui nous aiguillait effectivement plutôt vers de la levée de fonds, mais la perte de contrôle nous posait un peu problème, aussi bien à Mick qu'à moi. Et donc rapidement, si on veut pouvoir financer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller chercher de l'argent en travaillant. Alors la première phase, ça a été à partir du moment où on avait quitté la société Northgate Arinso, nous avions, comme je le disais, justement terminé un projet, vendu un projet d'envergure. Qui nécessitait encore nos compétences à ce moment-là. Donc le premier réflexe a été de proposer le fait de continuer à travailler pendant 6 mois encore pour Northgate Arinso, mais plus comme employé, mais comme indépendant. Oui, comme consultant. Comme consultant, avec à ce moment-là les revenus directement injectés dans la nouvelle compagnie que nous venions de créer, dans Bibol. Ça nous a permis à ce moment-là de payer... pas beaucoup, oui. Des salaires pendant quelques temps. Et puis, Olivier Whitmer nous a rapidement aiguillé vers le fait de pouvoir aller chercher de l'aide au développement auprès des institutions. C'était la région wallonne à l'époque, avec voilà ce qu'il appelait régulièrement les leviers de financement. Plutôt que de dire voilà j'ai mis de côté on avait mis de côté un peu peut-être 20 000 euros, pas grand chose chacun, plutôt que de dire voilà on injecte 40 000 euros dans la société, non, on va les utiliser pour ce qu'il appelait faire des leviers de financement en allant à la fois chercher un emprunt auprès d'une banque et auprès de la région wallonne qui finance des projets ou qui a en tout cas des financements d'aide au développement pour des jeunes entreprises ou des plus grands projets. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui le contexte leur permet encore de le faire de la sorte. Je sais que ça existe encore. Probablement différent ou évolué. Différent. Mais l'idée, c'est que ces 40 000 euros, typiquement, si on reçoit un financement à hauteur de 60% de la région wallonne et que le reste vient
de la banque, ces 40 000 euros, on peut les transformer en 400 000 euros, grosso modo. On multiplie les petits pains. On multiplie les petits pains. Alors, les 40 000 euros sont nécessaires parce que aussi bien la banque que la région wallonne veulent quand même avoir une validation que les personnes qui créent l'entreprise y croient. C'est comme quand on achète une maison. Tout à fait. Ouais, il y a une partie effectivement en fonds propres qui doit être mis. Après, c'est un peu un jeu de dupes qui était un peu étrange. C'est que la banque va accepter si la région wallonne accepte et la région wallonne accepte si la banque accepte. Et donc, il faut en fait trouver le bon rythme pour que, en quelque sorte, faire croire à tout le monde que tout le monde a accepté et que ça va bien se passer. Et puis finalement, une fois que c'est fait, tout le monde est relativement content et le projet peut commencer. En tout cas, pour nous, ça s'est passé relativement simplement. Je dis relativement parce que au moment où on fait notre levée de fonds, la première banque vers qui on se retourne, c'est Dexia. Le jour de la présentation chez Dexia, c'est le jour où elle a fait la une des journaux quand elle s'est effondrée. Oui. Bon. On avait 2 personnes devant nous qui ne nous écoutaient plus, qui lisaient les emails qui arrivaient de leur CEO en annonçant que c'était fini. Et du coup, ça n'a pas été évident. On nous a échangé plusieurs fois d'interlocuteurs pendant quelques mois. Et finalement, on est tombé sur une perle, quelqu'un qui avait véritablement, un banquier qui avait véritablement un esprit d'entreprendre. C'était chez BNP à cette époque-là. Il est ailleurs aujourd'hui, mais il nous a vraiment écoutés et il a vraiment tout de suite cru dans le projet. En tout cas, parce que finalement, c'est jamais qu'un projet sur papier. C'est très compliqué de croire quand on a une idée informatique. Il y a rien, il n'y a pas de véritablement fonds, de bâtiments qu'on va pouvoir revendre, de matériel. Je veux dire, c'est vraiment une idée. Mais nos caractères peut-être, la motivation, la manière de défendre l'idée durant les différentes interviews qu'on a eues lui a permis d'y croire et il nous a prêté à ce moment-là, en l'occurrence les 100 000 euros qu'on demandait. Et les 260 000 autres euros sont venus donc de la région wallonne. Voilà, là aussi, je voyais bien qu'ils étaient plus habitués à écouter des grandes entreprises qui utilisent ce genre de financement. Oui, qui les connaissent par cœur. Ils ont des équipes qui gèrent en permanence ce genre de dossier. Ce que je trouve d'ailleurs un peu ingrat en quelque sorte, parce qu'effectivement, il y a un endroit où des petites entreprises peuvent aller, mais la longueur des procédures fait que effectivement c'est difficile financièrement de tenir autant de temps entre le moment où on fait la demande et le moment où l'argent est effectivement reçu. Et d'ailleurs, la plupart des gens vous disent ne jamais faire un business plan en pensant que vous allez avoir des financements extérieurs de ce type. Donc on a fait le pari d'y aller, ça a fonctionné. Une des autres difficultés qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, la région wallonne à un moment a changé un peu la manière dont ils finançaient les projets, et du coup, en changeant la manière, et ça a retardé tous les projets de plusieurs mois. Donc entre le moment de la demande et le moment où on reçoit l'argent, il y a presque 2 ans qui s'écoulent. Oui, ok. Alors, comment est-ce qu'on fait pour financer entre 2 ans Eh bien, à un moment quand la première manne financière, que l'emprunt à la banque est vidé et qu'on n'a pas encore les clients nécessaires, eh bien, on refait ce qu'il faut. On va en consultance travailler pour réapporter de l'argent. Ça a été un moment assez difficile. Moi, je revenais d'Inde. Je divorçais à l'époque. C'était un moment assez compliqué puisque donc divorce, une société Bibol qui n'est pas encore capable de vivre indépendamment. On arrivait au bout de l'argent, besoin absolument d'avoir un salaire quand même pour pouvoir retomber sur mes pattes. Travailler double du coup. Travailler double, alors retour à la consultance dans le monde des SAP qui heureusement paye bien dans ce domaine-là. Donc, mais
quand même l'idée d'avoir Biball derrière. Donc, c'est-à-dire, il fallait que le projet continue. Et à cette époque-là, c'était encore les développements qui primaient pour pouvoir offrir quelque chose qui tienne la route aux premiers clients qui commençaient à être démarchés. Donc, oui, donc ça faisait 2 ans, mais il y avait toujours pas vraiment de produit entre guillemets. On avait un produit qui était utilisé. Ça nous a mis 1 an pour sortir une version bêta, on va dire. C'est long, mais c'est en fait probablement lié à notre parcours d'être dans les grosses entreprises et d'avoir fait des choix technologiques et de fonctionnalités qui, avec le recul, sont un peu loin de ce qu'on voit aujourd'hui dans les startups, de dire faire des petits produits très rapides et d'ensuite voir. On est venu avec une solution qui était déjà très aboutie au moment où on la lance en bêta. Complète. Voilà. On avait déjà pensé à l'international, on avait pensé au multilingue, on avait pensé à plein de choses que sans doute une petite start-up n'aurait pas pensé. Donc on a mis longtemps, mais effectivement, je crois qu'après 3 ans, je sais pas, on devait peut-être avoir une centaine de clients, mais à coût de peut-être 50 € par mois, ça fait pas non plus forcément vivre encore que 3 personnes à l'époque. Mais il fallait que les développements continuent, donc Mick Hugues continue à travailler sur les développements. Moi qui suis homme à tout faire, on se dit, voilà, je vais pouvoir continuer à faire l'homme à tout faire, financement, etc. Et en tant que consultant, j'étais généralement assez bon dans ce domaine-là, donc je savais que ça allait bien fonctionner. J'ai eu une opportunité de retravailler chez GlaxoSmithKline à ce moment-là comme consultant, sur un projet qui initialement devait durer 3 mois et qui a duré 3 ans. Et c'était une opportunité en or pour nous parce que cette consultance-là à temps plein permettait de payer nos 3 salaires. Ah oui. Alors on était capable de payer les salaires après 1 an et demi de consultance là-bas. Je veux dire, juste avec notre solution Biball. Je suis encore resté pour nous assurer en quelque sorte un coussin, et après le coussin, par loyauté aussi par rapport au projet, pour pouvoir aussi le délivrer jusqu'au bout, et qui est que je ne lâche pas en fait finalement aussi une équipe avec laquelle j'avais beaucoup travaillé et avec qui ça se passait bien. Donc il y avait cette question de loyauté là. Mais ça a été 3 années difficiles. Ça s'est passé d'ailleurs plus ou moins en 3 temps. La première année, je travaillais sur Biball le soir. Donc je rentrais de mes 8h, 9h de consultance et puis je commençais à travailler sur Biball. Ça m'a coupé d'une certaine vie sociale. En plus, je te coupe, hein, mais en plus, à un moment où du coup tu divorçais. Oui, pas facile. Pas facile. Résilience. Oui. Couper la vie sociale, plus de sport ou très peu, alors que j'ai plutôt un tempérament assez sportif et c'est important pour mon équilibre de pouvoir continuer à le faire. Et puis j'entends un podcast dans ce genre-ci qui dit moi je me lève le matin, je travaille très tôt le matin et comme ça je garde une vie sociale le soir. Je me dis essayons. Je me suis levé pendant 1 an à 5h du matin pour bosser de 5h30 à 7h30 sur Biball pour aller ensuite en consultance. J'ai retrouvé une vie sociale, j'ai retrouvé le sport. J'ai pas beaucoup dormi. Et la dernière année, c'était plus de la survie. Marre du travail le soir, marre du travail le matin. Je faisais ce que je pouvais pour essayer encore de colmater tout ce qu'il fallait pour que ça tourne, mais avec l'énergie de voir que la consultance n'était plus nécessaire, que on était parvenu à enfin avoir ce qu'il fallait pour pouvoir en vivre, et le coussin pour pouvoir dire voilà, ça fait maintenant presque 5 ans qu'on est là, on en est toujours nulle part en termes de marketing parce qu'on avait surinvesti le développement
Après voilà, on était des développeurs à l'origine et c'était un peu notre problème. Mais on a le coussin. Engageons quelqu'un qui va devenir et qui est toujours aujourd'hui notre CMO, Chief Marketing Officer, pour pouvoir réellement commencer à vendre l'idée autrement que ce que l'on faisait, c'est-à-dire en ayant vaguement lu quelques bouquins de marketing et en essayant d'appliquer de manière très procédurale ce que le marketing, les livres de marketing me disaient. Oui. Mais voilà, et c'est là que le projet prend toute sa dimension humaine. C'est pas juste une idée de start-up. C'est véritablement un cheminement personnel à la fois. Et je trouve que à travers les discours, je le disais d'ailleurs dans ton podcast, certaines interviews, je trouve qu'on accentue toujours la discussion autour de ce que c'est de lever l'argent, le business model. Mais il y a plus que ça. Il y a véritablement une approche personnelle. Il y a l'entrepreneuriat est une manière de vivre aussi. Au-delà d'un business model. Et c'est là que pour moi, ça a pris tout son sens et que ce projet m'a accompagné à travers plein d'événements de vie, avec ses difficultés, et son enrichissement. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait eu un coach qui vous avait aidé. Tu as eu tendance comme ça à te rapprocher de mentors, de personnes de référence à ces différentes étapes de ta vie pour pouvoir poser des questions, avoir des conseils circonstanciés? Alors, je l'ai voulu plusieurs fois et à chaque fois, pour une raison que je dois peut-être encore essayer de comprendre, on s'en dégageait assez rapidement vite. C'est-à-dire, alors on avait Olivier Whitmer qui nous a coachés pendant tout un temps. On le voyait peut-être une fois tous les 6 mois pour dire voilà, écoute, c'est là où on en est. Qu'est-ce que tu en penses? Après, je crois que lui aussi, à ce moment-là, a commencé à travailler à Solvay de plus en plus et a pris il est devenu directeur d'une partie de l'école Solvay et il a perdu peut-être sa disponibilité envers nous, mais il y a quand même chez nous une forte indépendance. Peut-être maladive de ne pas trop de n'en faire qu'à notre tête. C'est probablement une raison aussi pour laquelle on n'a jamais été chercher des financements extérieurs. On a essayé, hein. On a joué le jeu à un moment parce tout le monde nous le disait, donc on s'est dit on va quand même essayer de voir, même si on le sentait pas trop. Et puis plusieurs fois j'ai voulu effectivement remettre ça en place avec des personnes qui m'avaient inspiré. Par exemple, chez OpenHR, à un moment, il y a une personne qui s'appelle Daniel Verhofstadt qui était devenu mon manager, qui avait le profil d'avoir travaillé dans des environnements comme McKinsey pendant plusieurs années, et puis ensuite il avait voulu se tourner vers la possibilité de reprendre des petites boîtes ou une PME et de la faire passer au niveau supérieur en termes de croissance. C'était pour ça qu'il avait joint d'ailleurs OpenHR et malheureusement pour lui ils ont vendu au moment où quelques temps après qu'il soit débarqué, mais il avait véritablement pour moi ce côté vouloir transformer la PME en quelque chose de beaucoup plus grand. Donc il avait ce côté inspirant en termes de croissance pour moi, et on avait essayé de l'approcher à un moment et puis finalement ça s'est quand même pas mis. Je crois que c'est lié à moi. J'aime pas trop les contradictions. J'aime pas trop qu'on me dise fais pas ci, fais pas comme ça, même si je m'en inspire indirectement. J'ai jamais trouvé la bonne personne avec qui ça fonctionnait bien. En tout cas, ça s'est jamais mis. Et puis à un moment, on a arrêté d'essayer, mais c'est également un moment où à partir du moment où la société, Bibol a commencé à bien fonctionner et à bien évoluer, voilà. Maintenant, on est 10 personnes engagées à temps plein, plus 5-6 personnes qui gravitent autour.
C'est pas une grosse entreprise, mais c'est une entreprise qui fonctionne bien, avec pour chacun des salaires décents. Et l'envie autour de ce projet-là s'est un peu changé, c'est-à-dire c'est plus devenu un outil qui supporte aussi une manière de vivre. Donc je suis passé par exemple 4/5e, en quelque sorte. Alors, pour un patron d'entreprise, c'est un peu bizarre de le dire, mais oui, ça fait un temps plein normal. Ouais, mais c'est plus pour dire j'ai dégagé du temps aussi pour autre chose que ce projet-là, qui passe pour moi par avoir un super potager à la maison, faire du sport, et trouver un équilibre personnel et de travail qui est important, pouvoir travailler voilà. Maintenant j'ai une compagne qui a des enfants, donc et je suis devenu un peu une figure parentale pour eux, et donc voilà, j'ai plus le profil, on va dire, d'un célibataire, mais quand je l'étais, aller travailler 2 mois à la montagne, c'était possible. Oui, et d'ailleurs c'est un peu une approche qu'on a aujourd'hui avec tous les gens qu'on engage. C'est on n'est peut-être pas l'endroit où, en termes de croissance, si tu veux joindre une start-up qui va tout d'un coup te permettre d'avoir des parts dedans et puis gagner beaucoup d'argent, c'est on te propose une manière de vivre avec beaucoup de liberté, et qui nous a permis d'avoir des profils vraiment très sympas en recrutement. Mais donc, oui, pas mal de un chemin humain très prenant. Sur ce chemin humain, je vois qu'il y a eu plusieurs défis, hein, notamment dans le volet humain. Et bon, comme tu le disais, j'aime bien aussi comprendre la personne plus que juste le business. Et à titre peut-être personnel, voire professionnel, mais quels ont été pour toi justement tes plus grands défis et les ressources pour les dépasser? Les plus grands défis sont souvent humains pour moi. En fait, comme le projet à lui-même, enfin pas évolué, mais le fait pour moi d'avoir quelque chose qui tourne et qui permet à une équipe qui s'entend bien de pouvoir en vivre, c'est ça la chose dont je suis le plus fier, c'est qu'on a une véritable culture d'entreprise dans laquelle les gens peuvent trouver un bon équilibre entre le travail, entre leur vie personnelle, et que les collègues sont plus que des collègues, sont des gens avec qui voilà, on peut partager plus que juste le travail. Ce qui est parce que, alors, c'est une particularité de chez nous, parce que j'étais en Inde, mais ça ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire, une fois que je suis revenu en Belgique, mais en fait la personne responsable du marketing, on l'a engagée, elle habite en Espagne. Toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui en marketing sont dans des villes espagnoles différentes et en Belgique. Il y en a un qui est aux États-Unis. On est en quelque sorte une mini multinationale. Et donc, souder des liens, alors que tout le monde est dans des pays variés en télétravail, c'est un véritable défi. Et je crois que c'est là où je prends aujourd'hui le plus de plaisir et de satisfaction à voir aujourd'hui quelque chose qui fonctionne bien à cet endroit-là. Et c'est beaucoup d'attention pour que chacun trouve sa bonne place. Et une fois que ça est en place, le reste, le travail ou ce que l'on fait, j'ai l'impression que ça se met en place un peu de soi. Parce que les gens ont la confiance enfin, la confiance leur est donnée, il y a le support qui leur est donné, et ils sont capables à ce moment-là de donner le mieux de ce qu'ils peuvent vraiment faire, et ça fonctionne bien.
Et justement, comment est-ce que, parce que c'est un défi que certains rencontrent maintenant, toi, ça fait quelques années déjà, mais comment est-ce que on règle, on fait en sorte d'avoir un bon esprit d'équipe, d'entraide, de soutien, de compréhension mutuelle, alors qu'on est tous séparés? Alors, c'est un de mes prochains grands défis, justement, c'est de peut-être théoriser un peu ça, parce qu'aujourd'hui, ça se fait plutôt de manière naturelle, de commencer une réunion en demandant comment tu vas. Et si ça prend 15-20 minutes à la personne pour répondre, c'est OK. On n'est pas obligé de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'effectivement, il y a ce côté machine à café qui n'existe plus, mais qui doit exister pour permettre à l'informel d'être là. Également, l'importance de se voir en personne de temps en temps. On avait l'habitude de rassembler tout le monde 2 fois par an, une fois à Bruxelles et une fois dans les Alpes, pour faire 4-5 jours en gros d'activités montagne, raquettes, ski et autres, avec le mot d'ordre: on ne parle pas de la boîte, en tout cas c'est la volonté, ça se passe forcément parce que c'est quand même ce qui nous rassemble, mais l'idée est de rencontrer les personnes. Mmh. Pas le projet ou ce que l'on fait, il y a tout le reste de l'année pour faire cela. Ces moments-là sont vitaux pour avoir la cohésion. Ici, on n'a pas pu le faire l'année passée. Enfin si, on s'est rencontrés en février, juste avant le premier confinement, au moment où on rigolait encore tous beaucoup de ce qui se passait en Chine, en disant ça va jamais se passer ici. Et que ça a commencé en Italie. Voilà. Et on a pu encore le faire donc au début de l'année, mais là ça fait 1 an et demi, et je vois bien que ça pèse tout le monde, même pour des gens qui ont l'habitude de travailler de chez eux en télétravail. Le fait de ne pas avoir tous les 6 mois cette rencontre est lourd pour tout le monde. Mmh. Et là on espère pouvoir le remettre effectivement en septembre, et c'est vraiment primordial d'avoir ces moments-là aussi, pour pouvoir développer cette culture d'entreprise à distance. Ici récemment, on a fait un webinar sur le travail, le télétravail, dans lequel on avait eu quelques belles références qui nous avaient fait l'honneur de se joindre au webinar. Il y avait donc une responsable de chez Slack. Il y a mais celui sur lequel j'allais revenir, c'est GitLab. GitLab, c'est une société qui fournit en quelque sorte des répertoires pour code. Je vais résumer ça à ça, mais ils sont plusieurs centaines à travailler en télétravail, et il y a un responsable pour gérer la cohésion. Comment faire pour qu'une société qui a plusieurs centaines de personnes puisse offrir du télétravail? Lui, ça fait 3 ans qu'il y pense, et ce qu'il disait était absolument intéressant. J'invite d'ailleurs, le nom m'échappe maintenant, mais je peux donner les références tantôt. Oui, ça, je le mettrai dans les commentaires. Et il y a toute une littérature qui a été développée sur le Wikipédia de GitLab sur comment faire pour effectivement permettre cela. Et c'est une référence qui pour moi est vraiment intéressante à cet endroit-là. Et voilà, pour moi, pour notre petite entreprise, ça fait sens, quoi qu'il en soit, de développer cela. C'est pas parce qu'on est petit que les problèmes de ce type ne se rencontrent pas. Et oui, dans des grandes entreprises, je peux imaginer qu'il y a encore d'autres enjeux. Nous, on a l'opportunité de peut-être avoir une approche plus humaine de par notre taille, mais ouais, c'est un défi, c'est le plus gros défi, et c'est là où j'ai la plus grande fierté, je crois, aujourd'hui, d'avoir un environnement où tout le monde se sent bien. C'est vrai que c'est important. Ouais. Si tu avais l'occasion de croiser Yves, plus jeune, tu le vois
toi maintenant, avec toutes tes connaissances, et tu t'installes à côté de lui, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, comme je commençais un peu ici l'interview, c'est de dire voilà, ça existe déjà. Juste le fait de dire ça existe, et pas forcément comme on te le présente. À l'université, par exemple, je pensais que voilà, il fallait faire Solvay, il fallait faire ingénieur commercial, et c'était la voie pour devenir entrepreneur. Et ils ne parlaient tous que de ça. Et ça m'étonne en fait qu'il y ait pas cette voie. Je vois bien que ça a un peu changé. Il y a eu quelques tentatives. Je me souviens par exemple, il y a une époque, j'avais été d'ailleurs invité sur un plateau de Creative Wallonia qui essayait de favoriser l'esprit d'entreprendre, notamment chez les ingénieurs. Parce que tout le monde se rend bien compte que c'est pas présent, c'est comme si c'était absent de juste du panel offert. Donc c'est ça que je dirais, je dis c'est possible, et regarde la liberté que ça peut t'offrir. En gros, essayer de commencer à de déconstruire les rails sur lesquels peut-être j'étais à l'époque, pour pouvoir voilà, ouvrir les possibles. Et est-ce que, je fais une petite digression, mais est-ce que justement, dans l'aspect scolaire, pour pouvoir justement l'apprendre, ça devrait pas plutôt passer par de la pratique? Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment très concret. C'est un esprit qui se développe justement en ayant l'ambition de faire des nouvelles choses. Ouais. Mais ça s'apprend pas. Enfin, ça ne s'apprend pas. Et du coup, à l'époque où moi j'ai commencé en secondaire, il y avait les mini-entreprises par exemple qui commençaient, donc c'est-à-dire essayer de faire un petit projet d'entreprise avec quelqu'un qui suit, un coach qui explique un peu quelles sont les différentes étapes pour créer son entreprise. Mais ça restait quelque chose de secondaire. Et tout le monde n'a pas forcément le profil pour pouvoir, créer une entreprise ou même la volonté. Mais ce genre de projet ne devrait pas être pour moi quelque chose de parascolaire. Ça devrait être intégré directement dans un cursus, juste de nouveau pour ouvrir les possibles, sans forcément. Parce que aussi c'est beaucoup de travailler les relations. Je veux dire, quand on crée une entreprise, alors on peut le faire tout seul. Quand on a créé ça avec Mick, Olivier Whitmer nous disait les plus belles histoires, c'est les histoires à deux, parce qu'on est obligé de se mettre d'accord. À trois, c'est plus compliqué. Il y en a toujours deux qui peuvent prendre le dessus sur un. Mais à deux, on est obligé de se parler. Et voilà, donc il y a aussi tout cet aspect relationnel dans l'entreprendre qui est capital, et pouvoir s'écouter et développer ses compétences au sein d'un cursus serait intéressant, plutôt que d'être juste dans les apprentissages et de pouvoir montrer qu'on a appris en passant des examens. Le fait de se mettre autour d'un projet concret avec des gens, forcer la relation, forcer le fait de s'écouter et de pouvoir se mettre en action ensemble, sont des compétences qui sont tout aussi importantes et qui sont pas assez mises en évidence, et qui, dans le cas de la création d'une entreprise, sont capitales. Donc oui, il y a ce faire. Après voilà, ça convient peut-être pas à tout le monde, mais au moins ouvrir ce possible-là, je crois que c'est important. Si on revient à Bibol, donc c'est maintenant une entreprise qui fonctionne bien, ce que j'entends, où les gens sont contents de travailler, en tout cas c'est ce qu'on espère. On remercie au passage, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, mais on remercie au passage les banquiers qui comprennent les entrepreneurs et qui font confiance, ainsi que les institutions qui donnent des subventions et qui aident la possibilité d'arriver
à ça. Je me suis dit que c'était important aussi de remercier ses soutiens. Donc je reviens, voilà, il y a eu ces différents soutiens, ces différentes ambiances que tu as réussi à mettre en place, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés de succès, d'autres choses où tu te dis, en fait, c'est parce qu'on a bien fait ça que ça a pu marcher? Mais je reviens vraiment sur la résilience. Ça a été le fait la résilience et une dose de créativité. Je veux dire, le fait de pouvoir effectivement faire un pas de côté de temps en temps pour regarder ce que l'on fait et se demander est-ce que l'on va dans la bonne direction et ne pas hésiter à tout déconstruire pour mieux reconstruire après, c'est important. Ça nous arrive... alors c'est plus concret, mais sur une fonctionnalité, par exemple, de passer 3 mois de développement, de se rendre compte au bout de 3 mois qu'on s'est trompé, et de tout déconstruire pour reproposer quelque chose de neuf, ce qui, d'un point de vue financier, n'a pas beaucoup de sens pour beaucoup, en disant non, on va y aller quand même, on parviendra à le vendre. Ça a jamais été la logique pour nous. Il y a toujours eu une question là de cohérence. Et être résilient dans cette cohérence, ça permet d'avoir au bout de 13 ans quelque chose de très robuste. Donc je crois qu'il faut pas hésiter à rester cohérent malgré tout si on veut viser la longévité. Quand je vois effectivement les modèles où par exemple dans le monde, en tout cas informatique, par exemple, l'idée que il y a des week-ends où on va essayer de mettre le plus rapidement possible une idée en œuvre et de la concrétiser. Les hackathons. Voilà, les hackathons. C'est super, je veux dire, en termes de se lancer pour la mise en action. Mais cette rapidité là a parfois il faut pas oublier qu'il faut aussi construire quelque chose de durable derrière. Et donc, à la fois, il faut rester ouvert sur tout ce qui se trouve autour de nous pour pouvoir écouter et se nourrir de l'extérieur. Et à la fois, il faut être rigide pour pouvoir construire une colonne vertébrale au projet qui tient la route pour longtemps. Et ça, c'est aussi primordial, je crois, dans le succès d'une entreprise, c'est de ne pas oublier qu'il faut les deux. Rester ouvert et être rigide. Oui, donc faut garder en vue le sommet de la montagne que tu veux atteindre, mais être prêt à faire des détours. Prêt à faire des détours, et c'est pas un problème de faire un détour. C'est pas une perte d'argent, c'est pas une perte de temps, ça fait partie du chemin. Est-ce qu'il y a des éléments, des choses qui te semblent importantes, par exemple si tu étais un jeune entrepreneur qui écoutait ce podcast, des choses qu'on n'aurait pas abordées, qui seraient importantes à ajouter? J'ai l'impression que si je devais répondre comme ça, en tout cas ce qui me vient en tête serait plus un résumé de ce dont on a déjà discuté. Donc, mais peut-être alors, moi je reviens plus sur un point, mais sur toi en tant que chef d'entreprise, par exemple, ton focus quotidien, c'est quoi? Tes points d'attention particuliers. Il y a beaucoup de tâches quotidiennes que je vais résumer à ça. Et régulièrement faire un pas en arrière pour voir la vue globale. Régulièrement, tu entends ça comme une fois par mois, une fois tous les... Ça peut être quotidien. Enfin, tout dépend de jusqu'à quel point on veut faire le pas en arrière. Mais avoir un peu de réflexion sur la journée écoulée, ou parfois sur la semaine écoulée, ou plus globalement sur le projet. C'est nécessaire, et j'ai pas d'approche. Je vais pas dire tous les jours je fais ceci pour arriver à tel résultat. Ça vient plus naturellement, et je trouve que le fait, pour moi par exemple, d'être passé en 4/5e,
permet plus d'avoir encore parfois un certain recul, parce que les idées, parfois les visions du futur viennent à travers des moments où je ne suis pas à travailler sur la boîte. Par exemple, j'adore courir. Je vais 2-3 fois par semaine courir. Il y a parfois les grands traits de là où on doit aller qui me viennent en courant. Et ces moments off sont vraiment importants, je trouve, que pour que que tout se mette en place et de parfois sortir du faire, parce qu'on est vite tenu, on est vite dans une to-do list, une demande d'un client, dans des choses très concrètes, mais qui ne font pas non plus que le projet garde sa cohérence ou prend de l'ampleur. Donc les moments off sont très importants. Donc pour résumer, peut-être que le dernier conseil serait d'oser prendre du temps pour soi. Oui, c'est vraiment, je crois, important, et lever le nez du guidon de temps en temps, parce que sinon, je crois qu'on manque la vision long terme, et on manque effectivement cette résilience et la cohérence, si on ne le fait pas de temps en temps. Eh bien, merci beaucoup Yves pour ce partage. J'espère Avec que plaisir. Ça intéressera ceux qui nous écoutent, et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci Yves. Au revoir. Au revoir. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner, et à bientôt sur Mentor Stratégie.